Je vous propose de commencer par une présentation de la CPTS, si vous le voulez bien, le temps de laisser aux autres l'opportunité d'arriver jusqu'à nous. Johanna, c'est à votre tour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent ce soir pour ce webinaire destiné au bon usage des antibiotiques. Je suis Johanna Müller, je suis médecin généraliste et présidente de la CPTS au fil des rivières. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir par mes collègues Amélie Pallas, coordinatrice de la CPTS, Naomi Jusca, chargée de mission de la CPTS, Dr Jean-Luc Gris et Dr Yvon Ruche de l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie. On le sait aujourd'hui, les chiffres de l'antibiorésistance sont préoccupants. La France fait partie des pays européens où la consommation d'antibiotiques reste relativement élevée, ce qui place ce sujet au cœur des enjeux de santé publique. Il est important de rappeler que l'antibiorésistance est un phénomène systémique. Elle concerne l'ensemble du système de santé et inclut naturellement les soins primaires. Comme un élément central, puisque la majorité des antibiotiques sont prescrits en médecine de ville. C'est pour ça que notre association, notre CPTS au fil des rivières, donc qui s'est investie de ce sujet et nous avons créé cette collaboration avec l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie afin d'essayer à notre échelle, sur notre territoire que vous voyez à l'écran, d'améliorer des choses. Dans les discussions que nous avons eues avec l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie, plusieurs leviers ont été identifiés. Le premier concerne l'actualisation des connaissances, mais un autre levier nous semble tout aussi important, le travail autour de la relation de soins, la manière d'impliquer le patient comme acteur des décisions thérapeutiques dans un cadre de transparence et avec les explications les plus justes possibles. Le premier levier, donc l'actualisation des connaissances, nous y sommes là ce soir avec un focus sur les infections urinaires qui constituent un motif très fréquent de consultation à soins primaires. Je disais, le second levier, c'est les groupes de parole pour discuter, pour aborder ce sujet de la relation de soins. Donc, nous souhaitons organiser un groupe Balint prochainement. Il sera prochainement proposé, toujours en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie. Et donc, ce soir, nous sommes heureux de vous proposer ce webinaire qui se veut très pratique, basé sur des cas cliniques concrets autour de ce concept autopsie d'une prescription. L'objectif n'est pas de juger les pratiques, mais d'apporter un regard pragmatique sur des situations de prescription courantes. Merci encore pour votre présence. Je vais passer la parole à Amélie et je vous souhaite une belle expérience. Merci. Avant de commencer à discuter antibiotiques, je vous propose d'expliciter avec vous les règles du jeu de ce soir, qui sont les suivantes. Vous l'avez possiblement remarqué, les caméras et les micros pour les participants sont coupés de manière à ce que nos animateurs de l'EMA aient l'opportunité de vous exposer leur discours sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Vous pourrez poser vos questions pendant tout le webinaire sur le chat, le module questions-réponses qui figure en partie haute de votre fenêtre. Vous aurez aussi l'opportunité de lever la main. Vous avez une petite main aussi dans la barre de contrôle de Teams qui vous permettra de demander à prendre la parole si vous souhaitez vous exprimer plutôt que d'écrire. Et puis, on discutera plus à fond de vos interrogations en toute fin de webinaire. Dernier point, ce webinaire est enregistré afin de permettre sa diffusion en replay pour le voir et éventuellement le revoir. Avant de discuter du sujet qui nous anime, je vous propose de regarder vers le futur, vers les différents événements qui animeront la CPTS au fil des rivières prochainement. Merci Amélie. Bonsoir à tout le monde. Donc on se permet un petit point rapide sur nos deux prochains événements.
Donc, notre CPTS organise un ciné-débat donc, sur les troubles du comportement alimentaire le 5 mai, avec le visionnage d'un court-métrage qui sera suivi d'une animation, notamment par un médecin nutritionniste. Et comme l'a évoqué Dr Muller, en juin aura lieu un groupe Balint avec l'EMA également, au sujet de l'antibiothérapie raisonnée. Et pour trouver toutes les informations sur nos événements, donc on peut nous retrouver sur nos réseaux LinkedIn, Facebook, sur notre site, mais aussi via la newsletter qui est diffusée donc à nos adhérents et qui est aussi retrouvable librement sur le site ou sur nos réseaux. Et d'ailleurs, notre CPTS, elle participera à la journée régionale du bon usage des antibiotiques le 19 novembre 2026 pour qu'on puisse présenter ce qu'on fait et aussi notre articulation avec l'EMA. Et enfin, information assez importante, à la fin du webinaire, on projettera un QR code et vous pourrez le scanner pour remplir ensuite un questionnaire de satisfaction. Donc merci beaucoup d'avance pour si vous le remplissez, voilà. Et si jamais dans une semaine, on vous enverra par mail le QR code avec le questionnaire. Donc je laisse la parole à Dr Ruff. Je pense que c'est Dr Gris qui va commencer. Pas de problème. Bonjour à tous et effectivement merci d'être là ce soir à visionner ce webinaire sur les infections urinaires. Voilà, donc là en vitesse, peut-être vous dire qui on est et pourquoi on est là finalement. On va commencer par pourquoi on a effectivement l'antibiorésistance, comme l'a dit Dr Muller, est un vrai problème de santé publique qui va dans les prochaines décennies, dans les 20 ans, 25 ans qui viennent, risque effectivement de poser des impasses thérapeutiques de plus en plus nombreuses et qui déjà aujourd'hui fait pas mal de dégâts. On ne va pas s'appesantir là-dessus. En tout cas, cette antibiorésistance fait qu'il y a une stratégie nationale qui a été mise en place en 2022, qui a contribué via les ARS à la création des centres régionaux d'antibiothérapie. Donc pour le Grand Est, vous allez retrouver tout ça sur le site AntibioEst, pour le centre régional d'antibiothérapie du Grand Est. Et pour chaque territoire plus local, donc pour nous par exemple, ce qu'on appelle le GHTD, ça correspond à tout le Bas-Rhin, sauf le secteur Aubernais-Célestin, mais en plus le secteur Moselle Sud, Sarrebourg-Falzbourg. Donc chaque territoire devrait normalement à terme avoir une équipe multidisciplinaire en antibiothérapie ou EMA qui va être l'effecteur local en fait de ce centre régional en antibiothérapie pour lutter justement contre la propagation des infections multirésistantes. Voilà, ça c'était pour vous situer un peu les choses. Nous, on va effectivement essayer de contacter un maximum tous les professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, et qu'ils soient prescripteurs ou simplement conseilleurs, qui ont aussi un rôle important. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on a contacté les CPTS. Donc, notre secteur, vous le voyez, il est étendu. Donc là, ce qui est en encadré, ce sont les centres hospitaliers ou voire les cliniques privées qu'on peut retrouver par exemple à Ingviller. Notre équipe est constituée de 5 personnes. Il y a une pharmacienne, Dr Charlotte Garnier, Julien Xinger, qui est microbiologiste au CH, au centre hospitalier de Haguenau, Yvon Ruche et Simon Gravier, infectiologues, et moi-même, donc médecin généraliste. Nous formons cette équipe. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, on a un petit peu réfléchi à la prévalence des infections urinaires en soins primaires. En fait, c'est quand même une cause importante, effectivement, de consultation en médecine générale, comme vous pouvez le voir sur cette diapo-ci. Les antibiotiques sont effectivement essentiellement prescrits sur des causes ORL ou des causes d'infections respiratoires basses, mais après cela, ce sont les infections urinaires qui sont les plus pourvoyeuses, si je peux dire, d'antibiothérapie. On peut passer peut-être à la diapo suivante. Alors, on a un peu recherché quelle était la prévalence, qu'on pourrait avoir des chiffres un peu plus précis de ces
infection urinaire en soins primaires, en soins de ville. Pour les médecine générale, il y a une grosse étude écogène qui est parue en 2016, qui a été drivée par le Collège national des généralistes enseignants, qui a montré que ça représentait 1,7% des motifs de consultation, tous motifs de consultation confondus. Donc voilà, imaginez-vous, par exemple, un médecin qui voit une vingtaine de patients par jour, ça représente à peu près pas loin de 2 fois par semaine, quoi. Pour ce qui est des EHPAD, ça représente les infections urinaires, effectivement, dans une année, ça concerne 0,8% des résidents. Et ça concerne aussi 0,9% des patients hospitalisés. Cette étude, la dernière étude étant effectivement ayant été publiée lors des Journées nationales d'infectiologie de 2022. Généralement, en tout cas en médecine de ville, le germe qui est le plus présent est bien entendu Escherichia coli qu'on retrouve dans plus de 3/4 des situations, quoi. On retrouve un peu moins dans EHPAD où on a des germes un peu plus de pseudomonas par exemple, mais ça correspond encore à plus de la moitié pour les EHPAD et à la moitié des infections en soins hospitaliers. Voilà, je pense que je vais peut-être passer la parole effectivement à Yvon, ce coup-là. Oui, alors, concernant, c'est une question qu'on nous a un petit peu posée en amont de ce webinaire, c'était de savoir finalement, quand on se retrouve devant une situation d'infection urinaire dans notre cabinet de ville, enfin, dans votre cabinet plutôt, finalement, quel est le risque et quelle est la gravité potentielle de cette infection? Alors, il n'y a pas énormément de données dans la littérature sur ces infections-là. Néanmoins, il y a des données quand même d'une cohorte française sur 5 ans qui permettait de regarder un petit peu la proportion d'hospitalisation pour infection urinaire. Et finalement, cette étude a retrouvé sur l'espace de 5 ans environ quand même 2 millions d'hospitalisations pour une infection urinaire, ce qui semble beaucoup, mais c'était sur la cohorte nationale, donc finalement des chiffres à relativiser. Mais quand on regarde l'incidence, elle n'est pas si élevée que ça, en tout cas voilà, elle était estimée dans cette étude à 900 pour 100 000 habitants. Donc une incidence qui est quand même significative, ça a quand même un poids qui n'est pas négligeable sur le système de soins, avec la proportion, c'est ce que vous avez, ça paraît peut-être en petit, mais une grosse majorité de ces infections-là étaient des cystites. Où il y a également autres infections urinaires, mais en tout cas des infections urinaires basses qu'on retrouvait chez des personnes hospitalisées. Alors, dans cette étude, comme c'est une étude de cohorte rétrospective, on n'a pas la réponse de savoir si la cystite est forcément le motif d'hospitalisation. Dans une grande majorité des cas, on imagine que non. Néanmoins, c'est des patients qui pouvaient se présenter avec des signes de cystite et en tout cas un SEB positif. Ça représentait quand même la grosse majorité de ces infections. On peut aussi imaginer que ces infections-là peuvent avoir décompensé des tares chez des personnes plus âgées. En deuxième arrivent les pyélonéphrites qui représentaient près d'un quart des cas, puis arrivaient les prostatites avec environ 12% des situations. Quand on regarde les données de cette étude-là, on se rend compte que la plupart de ces personnes-là sont des gens d'un âge important, avec une grosse majorité de personnes de plus de 70 ans, et principalement des femmes âgées, et qui avaient pour la plupart un nombre de comorbidités important. Cette étude s'est aussi attachée à regarder les complications de ces infections-là, et on retrouve une mortalité hospitalière qui est de l'ordre de 7%, ce qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas négligeable non plus. Dans tous les cas, peu importe la raison de l'hospitalisation, la mortalité hospitalière est toujours importante. Enfin, c'est toujours un fardeau, puisque les patients, vous le savez, quand ils sont hospitalisés, ils peuvent décompenser des tares ou après c'est des réactions en chaîne et faire d'autres complications. Donc, peu importe le motif d'hospitalisation, en effet, ça reste toujours quelque chose qui est possiblement grave ou sérieux d'hospitaliser un patient. Et une mortalité qui n'est pas majeure par rapport à d'autres maladies infectieuses, néanmoins qui reste significative. Alors, une donnée que je voulais quand même vous redonner pour relativiser ça, c'est notamment des données qui sont reprises par la SPILF dans le rationnel des recommandations.
Alors, petit aparté, on en parlera rapidement à la fin. Aujourd'hui, on ne va pas vous faire un focus non plus sur les recommandations qui vont sortir prochainement, dont on n'a pas encore tout le contenu. C'était plutôt de parler de situations pratiques, et les recommandations, on pourra toujours en rediscuter au moment où elles seront sorties. Peut-être qu'on fera un autre webinaire, ou en tout cas, vous aurez accès à ces données. Mais les dernières recommandations de la SPILF datent de 2015, donc elles sont déjà assez anciennes, elles ont une dizaine d'années, et sont actuellement réactualisées et vont être publiées bientôt. Mais déjà dans le rationnel de ces recommandations de 2015, se posait la question du rationnel du traitement antibiotique dans le cadre des cystites. Et vous le savez quand même que la cystite ou l'infection urinaire basse est une infection qui peut guérir spontanément. Dans presque un quart, voire la moitié des cas, ces infections peuvent guérir sans antibiotiques. Donc, tout l'enjeu est de savoir le fardeau d'une antibiothérapie qui représente un certain poids sur une infection qui est possiblement bénigne. Néanmoins, l'indication surtout de l'antibiothérapie dans ces situations-là, c'est bien sûr pour obtenir une guérison clinique plus rapide et raccourcir les symptômes, car c'est quand même une infection qui est très très inconfortable, surtout ça concerne majoritairement les femmes. Et donc, le rationnel est vraiment d'améliorer la qualité de vie des patients, et c'est quand même aussi notre rôle en tant que médecin. Donc, même si ce n'est pas une infection grave, la cystite, c'est une infection gênante et donc qui nécessite une antibiothérapie. En revanche, le risque pour une cystite, c'est une question qu'on me pose parfois, quel est le risque que ça dégénère en pyélonéphrite ou en infection grave? On le sait sur des données d'études que ce risque est finalement assez faible, voire très faible, avec une physiopathologie qui est assez différente entre la cystite et la pyélonéphrite, avec pas forcément les mêmes facteurs de virulence chez les bactéries, et on pense que les souches de bactéries, par exemple des Escherichia coli qui donnent une cystite, ne vont pas être les mêmes souches qui vont donner des pyélonéphrites. Et donc finalement, de ne pas traiter une infection urinaire, ben, c'est gênant pour les patients. Donc bien sûr, on le traite, mais on ne prend pas un risque non plus pour la vie du patient, ou en tout cas un risque très très faible au regard de ces données-là. Donc ça relativise un petit peu les données que je vous disais au-dessus. Et donc l'objectif principal quand même à retenir du traitement d'une infection urinaire basse, c'est vraiment soulager les symptômes. Donc, il ne faut pas non plus avoir toujours peur de cette épée de Damoclès que une cystite non traitée va dégénérer en pyélo et en choc septique. C'est exceptionnel. On peut peut-être passer à la dia suivante. Alors, je crois que c'est Jean-Luc qui parle de ça sur l'antibiorésistance. Je te redonne la main. Voilà, donc ça c'est effectivement des études qui sont assez récentes, qui sont sorties par la mission Primo, hein, qui est une mission nationale de prévention des infections, et qui donne pas mal de chiffres actuellement. Et donc, il fait ce suivi de résistance aux antibiotiques en soins de ville, en établissement médico-social et pour la partie hospitalière, c'est plutôt la mission SPARES qui s'en occupe. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, enfin, en tout cas en 2024, donc c'est assez récent, il y a quand même une résistance certaine qui apparaît. Bien entendu en EHPAD, où c'est quand même pas rien d'avoir 9% pratiquement de résistance d'Escherichia coli aux céphalospourines de troisième génération, les C3G, d'avoir près de 14% de résistance au fluoroquinolone. Mais qu'en ville aussi, ces résistances apparaissent nettement, avec 4,3% de résistance aujourd'hui, enfin en 2024 en tout cas, au C3G, et plus de 10% au fluoroquinol. Voilà, ces résistances sont bien sûr un peu plus importantes, un tout petit peu plus importantes en soins hospitaliers, comme l'a montré la mission SPARES. Alors actuellement, on a une estimation sur le nombre de décès, non pas par infection urinaire, mais en raison d'infections multirésistantes. Donc ça concerne toute infection confondue avec des bactéries multirésistantes. Et les chiffres donnent 5500 décès par an en France, qui représente quand même 2 fois plus que les accidents de la circulation, ce qui peut déjà donner à réfléchir. Et avec des projections qui sont quand même assez inquiétantes dans les 20 prochaines années, puisque les estimations qui sont faites nous disent que ce sera, et de loin, la première cause de mortalité en 2050, si on n'arrive pas effectivement à faire changer cette évolution-là. Voilà. Je crois qu'après, c'est le nouveau Yvon qui va parler.
Alors, les données que vous donne Jean-Luc sont au niveau national sur ces données qu'on amène de façon annuelle pour ces missions Primo et Spares. Et là, je vous donne encore des données de la mission, de cette mission Primo, de la surveillance de l'antibiorésistance en ville. C'est pour vous montrer quand même des chiffres qui sont pas forcément très rassurants, notamment sur l'Escherichia coli, qui est le premier uropathogène, avec l'amoxicilline, qui est quand même le traitement de première intention et au spectre le plus étroit sur Escherichia coli dans le Bas-Rhin sur 2025. Alors, les données ne sont pas encore complètement consolidées. C'est pour ça que Jean-Luc vous présentez les données au National 2024 et que vous voyez qu'il y a encore des trous dans la raquette en France parce qu'il manque encore les données complètes. Néanmoins, c'est assez stable ou en tout cas en augmentation légère par rapport aux années précédentes, presque une souche sur deux des Escherichia coli est résistante à l'amoxicilline. Donc déjà un premier niveau de résistance qui laisse encore d'autres possibilités parfois par voie orale, mais qui est déjà un premier signal d'alerte. Et quand on s'intéresse à la résistance au C3G, alors là, le chiffre est de 7%, donc un peu plus élevé que ce que vous disiez Jean-Luc sur les 4%. Mais là, c'est EHPAD et médecine de ville, j'ai mis en ville, mais ça comprend les EHPAD. Mais quand même, des chiffres qui tendent vers les 10% de plus en plus, en tout cas qui ont dépassé largement les 5% de résistance dans notre département au céphalosporine de troisième génération, donc principalement un mécanisme de type BLSE. Donc des situations pour lesquelles vous êtes très embêté en ville parce que vous n'avez plus de solution simple, entre guillemets, de traitement. Donc, si on fait un dézoom maintenant plutôt au niveau européen, je pense que c'est la dia d'après. Alors, je ne sais pas si Jean-Luc, tu voulais commenter ou après je peux enchaîner, mais c'est alors des données là qui datent un peu de 2016, mais on a pourrait vous montrer un diapo qui est encore plus récente. Ça fait qu'augmenter d'année en année sur les différents rapports européens de cette résistance. Vous voyez qu'en 2002, la résistance au C3G au niveau de la France, on était à moins d'1%. Alors le 11%, ça comprend les établissements hospitaliers. On est dans le même ordre d'idée aujourd'hui, entre 10 et 15% au niveau national, si on rajoute les établissements hospitaliers aux EHPAD et à la médecine de ville. En tout cas, des chiffres qui augmentent et partout en Europe, pas que chez nous, avec des pays où la situation est encore plus critique que chez nous, notamment, vous le voyez, en Roumanie ou en Italie, par exemple, mais des chiffres qui sont inquiétants un peu partout. Alors, je voulais aussi vous faire un petit focus sur l'infection urinaire de la personne âgée, parce que c'est une situation qui est fréquente et parfois compliquée, en tout cas dans la routine. Je pense que ça peut parfois vous poser des soucis pour plusieurs raisons. Les éléments qui sont à prendre en considération, c'est que finalement, c'est une situation dans laquelle les colonisations urinaires sont très fréquentes et surtout chez les personnes en EHPAD ou institutionnalisées. Les données retrouvent près de 50% de colonisation urinaire chez ces personnes-là. Donc faire la part des choses entre une colonisation et une infection est parfois difficile, étant donné que c'est des personnes qui souvent vont pas se plaindre spontanément ou alors vont avoir une symptomatologie beaucoup plus fruste, une fièvre qui n'est pas forcément très importante quand l'infection urinaire est haute, mais même au niveau des signes fonctionnels urinaires qui sont parfois plus atypiques ou en tout cas moins bruyants. Je rappelle au passage que quand on parle de signes fonctionnels urinaires, c'est des signes rapportés par le patient fonctionnels, c'est-à-dire des brûlures, une douleur suspubienne, une pollakiurie, mais on ne considère pas comme signe fonctionnel urinaire, par exemple, un changement d'aspect des urines qui deviennent troubles ou malodorantes, qui sont un motif malheureusement encore fréquent de réalisation de cellules, pas forcément par les médecins, mais des fois sur initiative de l'équipe soignante sont pas à considérer comme des signes fonctionnels urinaires, mais peuvent être tout à fait un reflet de la colonisation. Notamment de certaines bactéries un peu gênantes dans le contexte d'institutions comme le Pseudomonas par exemple ou les champignons. Et l'autre élément à prendre en considération, c'est que dans cette population de personnes âgées, les effets indésirables des antibiotiques sont plus prévalents, quels qu'ils soient, mais notamment une classe qui est concernée, dont on reparlera, qui sont les fluoroquinolones, vous avez sûrement vu passer peut-être les recommandations de la HAS
soutenus par la SPILF, en tout cas sur l'utilisation des quinolones. De plus en plus, ces molécules sont retirées de la plupart des recommandations, dont les infections urinaires, parce que c'est vraiment une classe qui génère à la fois beaucoup d'antibiorésistance, d'impact sur le microbiote, mais également un certain nombre d'effets indésirables et pour lesquels la balance bénéfice-risque chez la personne âgée est vraiment défavorable. Donc là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais quand on réalise des ECBU par excès, ça génère des traitements par excès. C'est peut-être une porte ouverte, enfoncer une porte ouverte, mais c'est quand même un message important, c'est que la prescription d'antibiotiques, elle commence dès la prescription d'un examen complémentaire ou la réalisation d'un examen complémentaire. Et on le sait, les études l'ont montré aussi, que si on a un résultat de CBU qui sort positif, même s'il s'agit d'une colonisation, le clinicien est incité à traiter. Devant un résultat positif, on a un biais cognitif qui nous incite à vouloir agir et faire quelque chose et traiter. Donc, en fait, le premier message, c'est de ne pas réaliser de CBU, et je pense qu'il y a plein de situations dans lesquelles on peut ne pas réaliser des ECBU qui sont réalisés en routine. Les laboratoires reçoivent énormément de prélèvements urinaires, et quand on fait des audits, on se rend compte que dans une grosse partie des cas, ces prélèvements ne sont pas forcément justifiés. Typiquement, par exemple, ce que je vous disais, des urines qui changent d'aspect chez une personne âgée, ce n'est pas une indication à réaliser en ECBU. Donc, c'est le premier message que je voulais faire passer ce soir. Ça, là, on parle de la personne âgée, mais pas que. Alors, l'élément en plus chez la personne âgée, et là, ça vous dépasse un peu, et on essaie de réfléchir aussi là-dessus avec notre équipe, c'est que parfois les ECBU sont réalisés sans forcément consultation du médecin, ou alors sur une consultation téléphonique, où c'est pas forcément évident. Et finalement, on vous téléphone avec déjà le résultat de l'ECBU positif, et c'est pas forcément vous qui êtes à l'initiative du prélèvement, notamment chez les personnes en institution. Et donc, c'est un vrai problème. Mais du coup, dans cette situation, il faut peut-être justement en avoir conscience et peut-être de se dire, se reposer la question, même a posteriori, mais pourquoi cette ECBU a été prélevée quels sont les symptômes vraiment du malade, plutôt que de rentrer dans la facilité où c'est sûr, ça va plus vite de se dire, bah, tiens, je donne un traitement que d'essayer de réfléchir sur la genèse de la réalisation de cet examen qui vous prendra plus de temps, mais c'est pour un bénéfice derrière. Et l'autre situation, l'autre élément important chez ces personnes âgées, alors je vous disais, la cystite de la personne âgée, c'est vraiment difficile parce que on vous dit, et je crois que c'est peut-être Madia d'après, la cystite, attention, ça peut se révéler juste par une somnolence ou un changement, une confusion. Oui, c'est vrai. Néanmoins, toute altération de la vigilance ou de la personne âgée n'est pas forcément une cystite. Et vu la prévalence de la colonisation urinaire, on va se retrouver avec beaucoup de personnes âgées qui vont avoir et un ECBU positif et peut-être des troubles cognitifs, des novos, etc., qui ne sont pas forcément dus à une infection urinaire. Par contre, l'infection urinaire fébrile, c'est vraiment une situation différente. Je vous ai montré un peu le fardeau de l'infection urinaire chez la personne âgée institutionnalisée qui est hospitalisée pour son infection urinaire. S'il y a de la fièvre, là, c'est une situation différente et il faut peut-être plus rapide, il faut plus rapidement agir, donc faire le CBU et mettre les antibiotiques. Par contre, s'il s'agit de signes fonctionnels type cystite, eh ben, on peut attendre et temporiser et peut-être rechercher d'autres causes. Là, je vous ai mis les recommandations américaines qui datent déjà de 2019, mais que je trouve assez pragmatiques et auxquelles j'adhère beaucoup. Une des questions qui était posée dans ces recommandations de pratique clinique ça concerne la bactériurie asymptomatique, donc la colonisation urinaire, pas forcément en EHPAD, mais la question 4 qui est en bas gauche était est-ce qu'on doit faire un ECBU, donc screener et traiter les personnes âgées qui vivent en EHPAD est-ce qu'on doit les screener et les traiter s'ils ont une bactérie asymptomatique? Eh ben, la réponse est plutôt non. Et si jamais ces personnes ont des symptômes type délire, mais qui n'ont aucun signe fonctionnel urinaire, la première recommandation, c'est de chercher d'autres causes à ce changement, d'autres causes iatrogènes avec certains médicaments, un fécalome,
une situation de déshydratation, etc., ou d'autres causes, avant de penser que la colonisation urinaire est à l'origine de ça. Par contre, bien sûr, en cas de fièvre, c'est ce que je vous disais, là, avec surtout des signes qui évoqueraient une infection, là, on utilise des antibiotiques et là, on peut cibler préférentiellement ce qu'on trouve dans le CBU si on n'a pas d'autres points d'appel. Pour la cystite, on peut se donner un peu le temps et faire le bilan. Et la deuxième situation, en dehors de la cystite de la personne âgée dont je voulais discuter, était la situation de la cystite récidivante, parce que je pense que c'est une problématique que vous rencontrez aussi dans vos cabinets de ville, parce qu'on voit ces patients adressés à nos consultations, des fois d'infectiologie. Donc, petit rappel bref sur la définition, on parle de cystite récidivante à partir de 4 épisodes sur un an. Qui est une situation qui ne correspond pas forcément à la réalité clinique parce qu'on a des personnes qui ont parfois plus d'épisodes que ça. Et théoriquement, l'indication de traiter est à partir d'un épisode par mois. Donc, il existe un gap entre la définition et finalement les indications de traitement. C'est une situation, je vous l'ai dit, qui est assez fréquente, mais avec des patterns assez différents entre la femme jeune, où c'est typiquement au début de la vie sexuelle, avec des cystites qui peuvent venir après les relations sexuelles. Mais la situation la plus fréquente est probablement quand même la femme en périménopause ou en ménopause précoce, avec des changements hormonaux importants qui induisent des changements au niveau de la flore, des changements de la trophicité vaginale qui induisent parfois des cystites récidivantes et parfois des facteurs anatomiques, notamment même chez des hommes, hein, qui peuvent avoir avec l'âge également des infections récidivantes. La prise en charge passe avant tout par des mesures hygiéno-diététiques, mais ça, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, puisque vous les connaissez, les patienteux les connaissent souvent très bien aussi. Et souvent, quand on arrive à des situations complexes, c'est que malgré ces mesures hygiéno-diététiques, ça ne suffit pas, mais ça vaut le coup toujours de les rappeler. Je rappelle que la prise en charge elle doit vraiment être personnalisée, c'est vraiment du cas par cas. Et en fonction de la situation, et notamment chez les femmes en ménopause, il est important de les envoyer au moins chez le gynécologue, et voir chez l'urologue. Gynéco, c'est assez important. Ce qu'on recherche principalement, c'est vraiment des troubles de la trophicité vaginale, une sécheresse vaginale qui est très importante à cet âge-là et très fréquente. Et franchement, il y a pas mal de situations qui peuvent s'améliorer rien qu'avec une supplémentation œstrogénique locale. Bien sûr, il faut, en l'absence de contre-indication, notamment oncologique, gynéco, donc à valider peut-être avec le gynéco si vous avez un doute, mais les crèmes type Trophy Crème ou vraiment peuvent des fois à elles seules vraiment améliorer grandement la situation. Mais parfois aussi l'urologue pour faire un bilan urodynamique ou rechercher le gynéco va aussi chercher ça, une descente d'organes qui peut aussi favoriser ces symptômes-là. Et l'antibioprophylaxie, c'est vraiment du dernier recours. Dans les recommandations, ça prend une place vraiment de plus en plus mineure, parce qu'on se rend compte que oui, ça peut améliorer, mais souvent transitoirement, que parfois à l'arrêt de l'antibioprophylaxie, parce que si on l'a fait pour 3 ou 6 mois, ben finalement la situation repart de plus belle, et ça peut bien sûr générer de l'antibiorésistance. Donc l'antibioprophylaxie, quand on n'a pas d'autres solutions, on est souvent parfois amené à le faire. Mais c'est vraiment du dernier recours. Et les 2 molécules qui sont retenues pour l'antibioprophylaxie sont la phosphomycine en une prise par semaine ou en alternative le trimétoprime. Bien sûr, et bien le trimétoprime seul, pas le Bactrim associé, donc pas le cotrimoxazole, qui a un risque allergique notamment plus important et plus d'impact sur le microbiote. C'est vraiment le trimétoprime seul, donc le Delprime, un demi-comprimé par jour, qui est retenu. Moi, la solution que je préfère à l'antibioprophylaxie, c'est vraiment la solution d'auto-traitement. Je ne vais pas forcément m'attarder beaucoup dessus, mais c'est une solution des fois que je propose chez des femmes, notamment, c'est des femmes qui sont souvent autonomes, qui comprennent bien ce qu'on leur raconte, mais elles peuvent, quand elles sont très gênées, finalement, le but vraiment de traiter ces patientes, c'est de leur améliorer la qualité de vie. Et souvent, elles font des infections très régulières, ça tombe le week-end, elles doivent venir vous consulter, faire le CBU, etc. Quand on est dans cette situation de cystite récidivante, on peut se passer de l'ECBU, notamment sur les premiers épisodes, soit faire une BU en autodéclenché, voir si les symptômes sont vraiment typiques, parfois même se passer de la BU, et que la patiente autodéclenche son traitement en alternant peut-être les molécules,
Souvent, ça améliore grandement sa qualité de vie et ça lui fait prendre in fine moins d'antibiotiques que si elle fait une antibioprophylaxie au long cours. Donc cette situation, moi, me satisfait quand même plutôt pas mal chez certaines patientes qui se retrouvent à prendre finalement pas plus d'antibiotiques qu'avant et qui arrivent à gérer un peu elles-mêmes. Alors si les situations se répètent quand même trop fréquemment, il faut quand même de temps en temps refaire un ECBU pour être sûr qu'on ne se retrouve pas dans une situation de multirésistance, mais c'est vraiment une solution qui peut être intéressante. Dans ces situations-là et de façon générale pour les cystites récidivantes, je voulais rappeler que la nitrofurantoïne n'a pas trop de place. C'est une molécule qui, sur un épisode unique, marche très bien. Elle est assez haute placée dans les recommandations de traitement d'infection urinaire parce qu'elle a un spectre assez étroit, qu'elle diffuse surtout dans les urines. Néanmoins, c'est une molécule qui génère, quand on traite de façon prolongée ou répétée, des problèmes d'allergie et notamment d'hépatite immunoallergique ou de pneumopathie allergique, enfin pneumopathie fibrosante. Donc, pas de nitrofurantoïne dans les infections urinaires récidivantes. Il y a quelques études intéressantes qui semblent peut-être montrer un avantage des probiotiques dans ces cas-là, que ce soit par voie orale ou par voie vaginale, notamment du lactobacille. C'est pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est un petit coût, mais ça mange pas beaucoup de pain de donner des probiotiques chez les patientes dans ces situations-là, et certaines peuvent voir améliorer leur situation. Et la place des vaccins, alors en France, on n'a pas de vaccin disponible. Il y a un vaccin qui est développé, qui n'a pas l'AMM chez nous, mais dans d'autres pays européens, qui s'appelle Urovaxum, qui est un vaccin oral à prendre pendant, je crois, 3 mois en gouttes et qui marche plutôt bien, en tout cas qui a montré quand même dans des études que ça peut réduire les infections urinaires. C'est en fait plutôt de l'immunomodulation plus qu'un vrai vaccin, mais en tout cas, il n'est pas disponible en France et non, c'est des comprimés, c'est pas en gouttes. Et il est disponible si jamais en Allemagne, en Suisse ou en Belgique moyennant un certain coût, hein, c'est dans l'ordre de 100 € les 3 mois de traitement. Donc, il faut que les patientes acceptent de payer, mais certaines patientes qui sont désespérées euh, peuvent y trouver un intérêt. Et il y a un autre vaccin qui est en cours de développement, qui est un peu sur le même principe, Uromune, qui semble avoir des résultats encore plus favorables, pour l'instant qui n'est pas validé en France, mais peut-être un jour, et qui s'appelle Uromune. C'est un spray sublingual. Et là, il y a un papier qui est sorti dans une annexe du New England, que je vous ai pas remis là, mais qui montrait quand même, après 3 mois, avec 3 mois de traitement, il y a même un effet persistant et rémanent dans les mois qui suivent, avec vraiment des patientes qui font plus d'infections urinaires, 3 versus 0, enfin 3 dans le groupe placebo et 0 chez les patients traités, même 6 mois après, donc qui semble plutôt intéressant et dont on attend des nouvelles. Donc peut-être un petit message d'espoir pour ces patientes-là. On va peut-être maintenant passer à la partie autopsie d'une prescription. Peut-être Jean-Luc, je te laisse commencer. Oui, absolument. Donc voilà, la première situation, c'est un homme de 68 ans. Donc c'est pas 78 ans, pardon, hein, puisque il y a un petit gap là sur la description du cas clinique. On va partir sur 78 ans. Donc c'est un monsieur qui porte une sonde à demeure depuis 4 mois et dont les urines sont troubles, avec un petit peu hématurique aussi. Donc encore une fois, pour revenir sur ce qui a été dit avant, on voit bien que là, en dehors de ces urines troubles, même si elles sont un peu hématuriques, il n'y a pas d'autres signes cliniques ou fonctionnels, pas de douleur, hein, il n'y a pas de fièvre, pas de frisson. L'état général, il est toujours bien finalement par rapport à ce que ce monsieur était avant. Donc, finalement, au moment du changement de sonde, on décide de faire un ECBU et on trouve un Escherichia coli qui est multirésistant, 10P105, et aussi de l'Enterocoque fécalis. Donc voilà, le médecin qui voit ces résultats de CBU est quand même assez inquiet parce que déjà on trouve 2 germes et dont un Escherichia coli BLSE. Et donc, il décide de lui prescrire de la ciprofloxacine 2 fois 500 mg pendant 7 jours. Je pense que c'est peut-être bien, Yvon, que tu donnes toi tes idées par rapport à ce traitement-là.
même si j'ai bien les miennes. Oui, dans cette situation, il y a plein de choses qu'on peut discuter, donc c'est un cas assez intéressant. Avant de parler de l'antibiothérapie, bah, c'est ce que tu disais, Jean-Luc. Donc déjà, c'est un patient qui est sondé à demeure. Donc c'est une situation qui est fréquente, mais qui est parfois complexe parce qu'en effet, les signes fonctionnels urinaires chez les patients sondés, c'est pas évident. Je le rappelle du coup une deuxième fois, mais que les urines troubles et l'hématurie ne sont pas des signes fonctionnels urinaires, ni un signe d'infection urinaire, que ce soit sur sonde d'ailleurs ou en l'absence de sonde. L'hématurie n'est vraiment pas un signe d'infection urinaire, et justement plutôt un signe qui nous fait évoquer autre chose, et sur une sonde, c'est pas forcément fréquent, et les urines forcément rares, et les urines troubles également. Euh, euh, donc sur sonde, une sonde, on considère qu'une sonde, à partir du moment où elle est en place depuis 1 mois, elle est quasiment à 100% colonisée. Donc euh, ensuite, l'autre chose, alors on retrouve 2 bactéries. Le fait d'avoir 2 bactéries, dont une bactérie multirésistante, peut parfois faire peur et dire, bon mince, si cette situation se dégrade ou si le patient se met à avoir une infection plus sévère, ça risque d'être grave et donc donne parfois chez certains collègues envie de traiter. Au contraire, justement, en tout cas, le fait que la bactérie soit multirésistante ne doit pas plus inciter à traiter. Il y a déjà, il faut faire la part des choses entre la multirésistance et la virulence. Une bactérie qui est multirésistante ne va pas être plus virulente, donc ça ne doit pas nous inciter plus à traiter. Et également la coexistence de 2 bactéries dans des urines est plutôt d'ailleurs en faveur d'une colonisation qu'une réelle infection. C'est rare d'avoir 2 uropathogènes. En général, il y a vraiment une bactérie qui est responsable d'une infection urinaire. Et on a l'habitude de dire que quand entérocoque accompagne une entérobactérie, entérocoque est plutôt un accompagnant et rarement responsable de l'infection. Donc, en général, si maintenant on avait une vraie infection urinaire fébrile, on le ciblerait peut-être même pas forcément en première intention. En tout cas, E. coli est vraiment le plus à considérer. Donc, la première des choses, c'est que dans cette situation-là, en premier lieu, on n'a pas envie de traiter. Et c'est pas parce que le colis est résistant qu'on a envie de traiter. C'est un ECBU sur sonde. Bon, ok, le patient a une hématurie et des urines troubles, peu importe, il a une colonisation urinaire, il se plaint de rien, il a un état général qui est bon, il n'a pas de fièvre, on ne traite pas. Si maintenant le patient était fébrile ou avait d'autres signes, la situation serait différente. Mais déjà, en premier lieu, on ne traiterait pas. Si maintenant on devait avoir envie de traiter, la ciprofloxacine ne serait pas non plus la molécule de choix. D'une part, peut-être parce que c'est un patient d'un certain âge et qu'on a dit attention au quinolone, mais bon, dans les situations de multirésistance, on n'a parfois pas le choix. En tout cas, la ciprofloxacine ne fonctionne pas sur entérocoque. Donc, c'est déjà un élément. Bon, je vous ai dit peut-être qu'il ne faudrait pas le cibler, mais en tout cas, on n'aurait pas spécialement envie de le cibler. En tout cas, je ne suis pas sûr que la ciprofloxacine serait la molécule que j'aurais choisie dans cette situation. Maintenant, sans ECBU, c'est difficile à dire. Mais je voulais faire une petite aparté sur la cystite de l'homme, qui est une entité qui est maintenant désormais validée par de la littérature qui l'appuie, et vous verrez apparaître dans les prochaines recommandations qui vont sortir cette année françaises de traitement de l'infection urinaire cette notion d'infection urinaire masculine non fébrile, et donc la cystite de l'homme. Les dernières recommandations de 2015 ont regroupé infection urinaire masculine dans un gros sac où on mettait dedans tout, de la pyélo à la prostatite. Maintenant, on différencie les situations, que ce soit la pyélo de l'homme, la prostatite ou l'infection urinaire basse, avec vraiment le maître mot pour différencier les deux, la présence de fièvre. Et donc, en l'absence de fièvre, on n'est pas dans une prostatite ou une pyélo, on est dans une infection urinaire basse, avec un traitement qui peut être court, 7 jours, et avec un traitement qui peut être à spectre plus étroit et pas forcément à diffusion prostatique. Donc, on va utiliser les mêmes molécules que la cystite de la femme, avec par exemple l'utilisation de la phosphomycine ou du pivmécillinam ou de la MOX ou de la nitrofurantoïne, même chez un homme. Donc, en l'absence de fièvre,
on peut éliminer de façon assez sereine, en l'absence de symptômes ou de fièvre, une prostatite, et donc ne pas forcément avoir une antibiothérapie qui diffuse dans la prostate. Donc probablement que même devant une situation de BLSE, on aurait d'autres options que l'équinolone pour traiter le patient. Et avec une durée de traitement qui est courte, moins 7 jours au maximum, voire 5 jours. Ça se traite comme en fait une cystite à risque de complications, donc de la femme âgée, donc avec des schémas un peu plus longs ou renforcés. Si on met de la phosphomycine, on fait J1, J3, J5, mais avec quand même un traitement qui est court, et on ne va pas faire les 14 jours de traitement de la prostatite. Voilà, je voulais peut-être juste rajouter deux choses. La première, c'est que là, clairement, il y a des fortes chances, en tout cas, qu'on soit devant une situation de CBU qui a été réalisée par l'équipe infirmière qui s'est occupée de ce patient et qui avait la charge de changer la sonde et qui s'est retrouvé devant des urines qui avaient un aspect un peu moins sympathique qu'auparavant, avec en plus un peu une petite hématurie, et qui donc a pensé bien faire et gagner du temps en faisant d'emblée un ECBU pour que puis le patient puisse être traité rapidement, quoi. Donc là, effectivement, les messages, ils sont multiples. C'est d'abord qu'effectivement, là, quand quelqu'un est sondé plus d'un mois, la colonisation, elle est toujours là et que très probablement, comme il n'y a pas de signes ni fonctionnels ni généraux, on est devant une colonisation et pas devant une infection. Et donc la deuxième, effectivement, c'est probablement aussi de se dire que les ECBU ne doivent pas, en tout cas le fait de faire des ECPU d'emblée devant un signe mineur comme ça, ne fait pas gagner du temps. Par contre, ça complique effectivement clairement la décision thérapeutique. Donc, bien penser à cette différence entre colonisation et infection, et bien penser qu'on ne soigne pas un germe qu'on retrouve, mais qu'on soigne un patient. Et là, clairement, le patient n'est pas malade. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il n'est pas malade et qu'il n'y a probablement pas de raison de le traiter. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques sur ce cas précis. Je répondrai aux questions, on répondra aux questions avec Jean-Luc sur le reste du topo à la fin du webinaire, mais sur ce cas précis, est-ce que vous auriez fait différemment ou est-ce que ça vous inspire si vous avez des remarques, vous pouvez. Je me permets de remonter une remarque. Alors, je ne sais pas si elle a trait spécifiquement à ce cas. Une question qui nous demandait si la consommation de jus de citron, un jus de citron par jour, pouvait éviter les épisodes de cystite. C'est un urologue qui avait tenu ce discours. À ma connaissance, non. En tout cas, je n'ai jamais vu de littérature là-dessus. Je ne sais pas si Jean-Luc, ça te dit quelque chose. Non, les seules Après, choses qu'on lit parfois, c'est sur le canneberge, oui. effectivement, mais là aussi, c'est plutôt empirique, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas d'études. Enfin, moi, j'ai jamais vu Ah, trace il y a quelques études, mais quand c'est même. assez compliqué, ouais. Alors, dans la canneberge, c'est les proacantocyanidines, la molécule qui est contenue dans la canneberge, qui a un effet que sur Escherichia coli d'ailleurs, pas sur les autres uropathogènes, et qui limite l'adhésion d'Escherichia coli à la paroi vésicale. C'est un rationnel vérifié, et il y a des études qui ont montré que ça réduisait les infections urinaires. Néanmoins, il faut des très très grosses doses de canneberge pour arriver à cet effet-là. Donc ça marche si vous prenez des supplémentations qui vous vendent souvent très cher en pharmacie. Ça peut aider, certaines patientes peuvent être aidées si c'est vraiment que du colis, ça peut se tenter. Mais il ne suffit pas de boire un peu de jus de canneberge ou de rajouter quelques canneberges séchées dans son muesli le matin. On n'atteindra pas du tout la dose suffisante. C'est vraiment des doses importantes. Pour le jus de citron, par contre, j'ai jamais rien entendu de tel. Pareil. On entend beaucoup de remèdes de grand-mère sur les infections urinaires, parce que c'est quelque chose de vieux comme le monde et on a testé beaucoup de choses. Le jus de citron est à la mode dans plusieurs situations médicales. Je pense que ça ne fait pas forcément de mal, c'est un peu détox, mais sur les cystites, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai pas notion. Y a-t-il d'autres questions sur ce cas particulier?
Quoi qu'il en soit, je garde en mémoire les 2 autres questions qui ont été posées et qui n'ont pas strictement attrait à Oui, notre oui, sujet. je les ai vues, les questions. Oui. On en parle juste après. Je vous J'ai propose de passer à l'autopsie de la seconde prescription. Oui, donc je peux peut-être la présenter aussi. Donc là, on est encore une fois chez la personne âgée. Cette fois-ci, c'est une femme âgée qui est en institution, qui a déjà donc un stade effectivement de dépendance qui apparaît puisqu'elle a des troubles cognitifs légers. Et donc là, clairement, elle, depuis 36 heures, il y a des choses qui inquiètent un petit peu probablement l'équipe soignante avec une somnolence, une baisse d'appétit. Il n'y a pas de symptômes fonctionnels urinaires, il n'y a pas de fièvre, pas de douleur. Donc on rappelle qu'effectivement, on est devant une personne âgée qui, en plus, encore une fois, a des troubles cognitifs. Et finalement, on fait une BU qui retrouve beaucoup de leuco, quelques nitrites. Finalement, au vu de cette BU, le médecin va demander à ce qu'on fasse un ECBU, et qui d'emblée fait un traitement probabiliste par augmentin pendant 7 jours sans attendre le résultat de l'ECBU. Voilà, je vais laisser de nouveau Yvon vous donner son avis là-dessus. Je rajouterai peut-être 2-3 choses après. Bon, alors là, c'est un peu la situation dont je parlais avant. En effet, dans cette situation d'une dame qui a des troubles cognitifs à un certain âge, avec là, il y a une modification de symptômes, hein, même s'il n'y a pas de signe urinaire, une dame qui est moins bien, donc l'infection urinaire peut faire partie des hypothèses qu'on avance pour pouvoir possiblement expliquer ça. Néanmoins, ce que je vous disais avant, c'est que ça ne doit pas nous empêcher de chercher d'autres causes à cette altération de l'état général. Là, cette bandelette urinaire, il faut se méfier, elle a été faite sur dispositif collecteur avec une leucocyturie qui est très très fréquente dans cette situation parce que d'une part, la réalisation de la BU est complexe chez une dame qui a possiblement quand même du coup une incontinence vu que ça a été fait sur dispositif collecteur et donc il faut quand même tenir compte que le risque de colonisation urinaire ou de contamination du prélèvement est très très important. Maintenant, réaliser un ECBU dans cette situation-là, je dis pourquoi pas, oui, possiblement que son altération de l'état général peut être due à ça, si vous avez éliminé les autres causes de première intention. Par contre, là où on peut être un peu plus critique, c'est peut-être sur le caractère probabiliste de l'antibiothérapie. OK pour réaliser un ECBU, néanmoins, dans cette situation ou dans les situations d'infection urinaire de façon générale, dans l'idéal, on attend le résultat de l'ECBU et voire même de l'antibiogramme pour traiter, notamment dans situation d'infection urinaire à risque de complications. On n'a pas d'urgence à traiter. Je vous l'ai dit, le risque, même si cette patiente a une authentique cystite, que ça dégénère en pyélo ou en infection urinaire grave, est extrêmement faible. En effet, elle n'est pas bien, elle est un peu somnolente, elle mange moins bien. Maintenant, la culture urinaire, elle est rapide. En 24 heures, vous avez déjà souvent un résultat de culture et l'antibiogramme, vous pouvez l'avoir en 48 heures. Je ne crois pas qu'on soit à 24 ou 48 heures pour traiter cette patiente. Et donc, je n'aurais pas forcément initié de traitement probabiliste avant le résultat de l'ECBU. Et l'autre question on peut se poser, c'est le traitement qui fait appel à de l'augmentin, qui n'est pas forcément non plus le traitement probabiliste de première intention, donc pas non plus la molécule que j'aurais choisie, notamment chez une patiente qui est en EHPAD avec des risques de résistance qui sont plus importants. On aurait plutôt choisi une antibiothérapie adaptée à la cystite, donc une antibiothérapie de cystite type pimécylinam ou phosphomycine, trométamol, si on devait traiter de façon probabiliste, si on avait vraiment une indication avec des symptômes très importants à traiter en probabiliste, mais pas forcément l'augmentin. Il faut juste que j'aille chercher le chargeur de mon portable. Voilà. Je ne sais pas si tu veux commenter en attendant. Oui, je vais profiter pour faire quelques commentaires. Là, on est dans une situation, on est en EHPAD. Très probablement que l'équipe soignante
a cru bien faire devant ce tableau-là pour faire une BU. Alors, la première chose à se dire, c'est que la valeur prédictive d'une BU, a fortiori chez une femme âgée, elle est quasi nulle, quoi. Elle n'apporte rien. En plus, techniquement, une BU, il faudrait pouvoir la faire plutôt à l'horizontale, c'est-à-dire pas tremper une bandelette dans un flacon, dans un collecteur, mais poser la BU sur une compresse, mettre quelques gouttes d'urine sur la BU, tapoter avec le reste de la compresse dessus pour pas qu'il y ait de diffusion. Enfin voilà, c'est quand même une technique très particulière qui est très difficile à faire, à mon avis, dans la situation d'une femme âgée en EHPAD, et qui en plus, encore une fois, n'apporte pas de valeur prédictive, puisque de retrouver des leucocytes dans les urines d'une femme âgée comme ça, c'est très fréquent. Donc l'ABU, le discours qu'on a, nous, en tout cas, EMA auprès des EHPAD qu'on va voir, c'est plutôt de dire de ne plus faire de BU, qui n'apporte rien, qui ne fait finalement que inciter à faire un ECBU derrière d'emblée. Et peut-être que le médecin, effectivement, a été appelé au téléphone, hein. J'imagine la situation, c'est pas du tout ce qui est noté, mais j'imagine la situation. À la suite de cette BU positive, il est tout à fait possible que l'équipe soignante ait appelé le médecin en disant, voilà, on a cette situation-là, de cette femme qui va moins bien, on a fait une BU qui est positive, et le médecin, qui n'est pas forcément tout de suite disponible, dit, bah, écoutez, faites-lui un de ces BU, et derrière ça, vous donnez de l'augmentin. Voilà, c'est des situations qu'on peut rencontrer en EHPAD, qu'on rencontre parfois en EHPAD. Je pense qu'effectivement, quand il y a une altération de l'état général, quand il y a un tableau comme ça qui est clairement, qui montre que quelque chose ne va pas, la première chose à faire, c'est d'aller examiner effectivement la patiente ou le patient et de voir s'il n'y a pas d'autres points d'appel différents effectivement du point d'appel urinaire éventuel avant effectivement de se lancer sur un ECBU, quitte à faire le CBU quand même si on pense que ça peut être urinaire, hein, c'est pas ça, mais je pense que l'examen clinique doit primer avant de démarrer d'emblée par un examen complémentaire. Voilà, c'était ça la remarque que je voulais faire. Donc, le non-intérêt de la BU et le fait d'examiner les gens avant de décider de faire un examen complémentaire comme un ECBU, a fortiori en EHPAD, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette femme résidente d'EHPAD? On nous pose une question. Y a-t-il eu quelques papiers, notamment en études en réanimation, qui attestaient la vitamine C en prévention des infections urinaires? Alors, on n'est pas typiquement sur le cas de notre femme en EHPAD. Est-ce qu'on peut peut-être y répondre? Pareil, je n'ai pas vu ce papier, je ne sais pas trop quelle est sa validité scientifique. Néanmoins, on a eu beaucoup de papiers il y a beaucoup de papiers sur les vitamines, c'est assez à la mode, C, D, et sur leur possible réduction des infections de façon générale. Pourquoi pas? Je pense pas que ce soit non plus la panacée, mais j'ai pas vu le papier, je connais pas cette littérature, donc je ne peux pas trop répondre. Maintenant, attention quand même à l'acidification des urines qui peut avoir d'autres conséquences sur le plan médical parfois, hein, notamment avec certains traitements et qui peuvent cristalliser ou autres. C'est une situation qu'on ne recherche pas trop, nous, d'ailleurs, en hospitalier, d'avoir des urines trop acides. On cherche plutôt souvent d'ailleurs à les alcaliniser pour éviter des insuffisances rénales sur des toxicités de traitement. Donc après, je n'ai pas de... Il est possible, en effet, qu'en acidifiant les urines, on réduise Et donc, c'est peut-être le même rationnel pour le jus de citron, hein, que, en acidifiant les urines, que le soit moins favorable à la prolifération bactérienne. Mais Merci je pour sais la pas réponse. Je vous propose de passer à la troisième et dernière prescription, celle d'une femme enceinte de 16 semaines. Voilà. Donc là, c'est une femme qui est plutôt encore la première moitié de sa grossesse, hein, 16 semaines d'aménorrhée, et qui, elle, elle a des signes fonctionnels puisqu'elle parle d'une
d'hypolacurie, de brûlure missionnelle discrète. Il n'y a pas de fièvre. Par contre, on voit effectivement à la bandelette urinaire qui a été faite, je pense, lors de l'examen. Alors peut-être que c'est un examen de routine ou peut-être qu'elle est, pardon, peut-être qu'elle est venue avec ses symptômes. On fait une bandelette, on retrouve des leucos, pas de nitrite, mais des leucos et quelques petites peu d'hématies. Et donc le médecin prescrit donc le monuril, hein, donc phosphomycine trométhanol en une dose unique. Donc voilà, pareil, je vais laisser Yvon répondre. Alors, cette situation nous permet un peu de parler de l'infection urinaire et de la grossesse, qui est finalement une situation pas non plus si rare, puisque vous le savez sûrement, la grossesse favorise les infections urinaires d'un point de vue anatomique, hein, souvent, et c'est souvent plutôt à partir du deuxième trimestre, puisque l'utérus, en prenant de la place, va pouvoir comprimer en partie les voies urinaires et peut favoriser notamment les infections urinaires hautes. C'est parce qu'on a surtout peur des infections urinaires hautes qu'on traite les femmes enceintes. Et donc, c'est vraiment la seule situation dans laquelle le traitement est probabiliste. Et vraiment là, dans cette situation, c'est pas la même chose qu'avant. Il est justifié chez une femme enceinte qui a des signes de cystite de traiter de manière probabiliste. Alors, l'absence de nitrite, bon, finalement, on s'en fiche un peu, puisque toutes les bactéries sont pas de nitrate réductase. Donc, bon, qu'il y ait des nitrites ou pas, ça change pas trop notre à tenir. Elle a une BU positive, c'est une femme enceinte. Le traitement probabiliste est justifié dans cette situation. Et en effet, le monuril en une prise est vraiment le traitement probabiliste de première intention. Alors, c'est vraiment le cas particulier puisque la cystite à risque de complications, dont la grossesse, on dit que c'est un facteur de risque de complications, se traite avec 3 doses de phosphomycine-trométamol. Et pour l'acide gravitique, c'est vraiment qu'une seule dose, hein, c'est pas 3 doses. Après, on adapte dans un second temps. Si le CBU, la bactérie est sensible, on s'arrête là, mais en cas de résistance, on peut être amené à mettre une autre ligne thérapeutique en privilégiant des spectres plus étroits et qui sont compatibles avec la grossesse. Donc, moi, je n'ai pas spécialement de choses à redire sur cette situation. Si ce n'est que normalement, c'est seulement à partir du deuxième trimestre de grossesse, 16 semaines d'aménorrhée, on y est tout juste, on est au début du deuxième trimestre. Normalement, c'est au deuxième trimestre qu'il est justifié de traiter toute colonisation urinaire chez la femme enceinte. Donc, on traite non seulement, là, il y a des signes fonctionnels urinaires, mais on traite également la colonisation. Donc, même si elle devait avoir un ECBU positif sans symptômes, on pourrait être aussi amené à traiter. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, il n'est pas fait état d'un ECBU et que je pense qu'effectivement, c'est justifié de faire un ECBU avant de Exactement. démarrer le Bon, alors, traitement. c'est peut-être ça qu'il y a à redire. Je ne sais pas, oui, c'est pas mention qu'il a été fait. Donc, la réalisation de l'ECBU est importante hein, en cas de grossesse. Donc, c'est une situation, c'est pas comme une femme jeune sans risque de complications. Dans cette situation-là, l'ECBU s'impose. Mais par contre, le traitement probabiliste également. Donc, la situation est bonne, si ce n'est qu'il faut effectivement avoir réalisé le CBU avant de faire la dose de monuril. Bon, je pense une situation qui amène un peu moins peut-être de questions ou de commentaires. Est-ce qu'il y a Peut-être qu'on va des répondre aux questions questions? du chat. Ouais. Si vous en avez des autres, soit vous les posez dans le chat, soit n'hésitez pas à lever la main, peut-être comme ça on peut. Alors, on peut en aussi- levant la main, on pourra vous ouvrir effectivement les micros pour ceux qui souhaitent s'exprimer librement. Peut-être dans l'attente de l'expression de l'un des autres, je reprends les questions plus anciennes, notamment celle qui a trait aux recommandations préconisant l'utilisation d'amoxicilline, notamment sur Antibiotiques. Un étonnement sur la résistance que cette prescription puisse générer. Alors, il y a juste un commentaire qui vient de sortir. C'est bien une dose chez la femme enceinte de monuril, à la différence des autres cystites à risque de complications. Et alors,
Oui, l'amox reste quand même un antibiotique aspect étroit, hein, donc on préfère l'utilisation d'amoxicilline que de quinolone ou même de cotrimoxazole. Bien sûr, après, il y a des résistances d'augmentation, des augmentations de résistance de l'amox sur Escherichia coli en ville. Néanmoins, si elle est utilisée en... L'AMOX n'a pas trop sa place en probabiliste. Mais quand vous avez la réception de l'antibiogramme et si devant une souche de colis, l'AMOX est rendu S, il n'y a pas forcément de raison de penser que l'utilisation d'amoxicilline dans cette situation-là va générer une résistance. Ça va traiter votre patiente. Maintenant, oui, peut-être que l'augmentation de la résistance à l'amoxicilline des souches de colis n'est pas que due aux prescriptions d'amox dans les infections urinaires, mais effectivement, possiblement dans d'autres situations, que ce soit ORL ou pulmonaire, on sait qu'il y a des surprescriptions importantes d'amox et d'amoxacide clavulanique dans des infections virales ORL, notamment en période hivernale. Donc le vrai problème, il est plutôt là que de l'amox dans une infection urinaire en adaptation à l'antibiogramme. Pourquoi pas l'Oracline dans l'angine à strepto? Ben oui, ça c'est un débat. C'est des habitudes de prescription, je pense. On en a déjà parlé dans des soirées avec certains confrères. Oui, en effet, l'Oraciline a sa place. Elle n'est pas forcément en première intention dans les recommandations françaises parce qu'on a peut-être moins cette habitude actuellement, alors qu'à l'époque peut-être un peu plus. Mais l'Oraciline reste tout à fait utilisable avec un spectre plus étroit. Peut-être que ça fonctionne un peu moins bien in vitro que l'Amox, qui est vraiment la meilleure molécule anti-streptococcique. Maintenant, une angine à strepto peut aussi se guérir avec du paracétamol et rien du tout. Euh, une angine à strepto non traitée, dans la plupart des cas, guérit aussi spontanément. Il y a des collègues, notamment aux Pays-Bas, où ils traitent plus par antibiotiques les angines à strepto en l'absence de complications. Donc, Voilà, effectivement, hein, voilà. je confirme, il y a des pays, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de l'Écosse, en dehors des situations à risque de complications, donc là on parle des gens qui sont en situation d'immunodépression, des gens qui sont sous chimio, des gens qui sont insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux, insuffisants respiratoires. En dehors de ces situations-là, dans ces pays-là, on ne traite plus les angines à strepto et finalement, ils n'ont pas plus ni de complications. Il n'y a pas non plus a priori de différence en termes de durée de l'angine ou de durée de la douleur. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, effectivement, il y a, par exemple, le Collège national des généralistes qui dit que on peut se passer effectivement de traitement antibiotique aujourd'hui dans les situations d'angine s'il n'y a pas de contexte chez le patient qui peut nous faire penser à des risques de complications. Mais bon, on est un peu loin des infections urinaires là quand même. Nous avons également une question sur la guérison spontanée de la cystite. En combien de temps peut-on l'espérer? Difficile à dire, je pense que c'est un peu variable d'une situation à l'autre. En effet, sous antibiotiques, les symptômes se résolvent assez vite. En 24-48 heures, la patiente est déjà soulagée. Ça marche quand même vraiment bien. C'est l'intérêt de traiter. Euh, Sans traitement, on est plutôt dans l'ordre, je dirais, de quelques jours à une semaine, quoi. Donc, en effet, si vraiment la patiente urine des lames de rasoir, c'est difficile de lui dire, ben, attendez une semaine, hydratez-vous et ça va aller mieux. Mais l'ordre d'idée, c'est plutôt de quelques jours. Donc, si les signes fonctionnels sont vraiment pas si importants que ça, moi, j'ai des patientes qui font des cystites récidivantes qui veulent pas trop prendre d'antibiotiques. Et quand les symptômes sont tolérables, elles augmentent leur hydratation, elles font un peu plus attention, elles vont plus uriner. Peut-être qu'elles prennent en effet aussi des probiotiques ou du jus de citron, je ne sais pas, mais en tout cas, elles elles font ça et elles prennent pas d'antibiotiques et ça passe tout seul. Donc, si les symptômes sont assez modérés, on peut aussi dire aux patientes, c'est pas choquant de ne pas traiter. Et je vois la question sur le RAA, donc si on revient à l'angine. euh, oui, dans les études qui ont montré la stratégie de ne pas traiter les angines à streptocoque, il n'y avait pas plus de complications post-streptococciques, notamment de RAA ou autres complications post-streptococciques. Alors bon, les autres sont vraiment exceptionnels, hein. On voit des fois du purpura, ça peut arriver, voilà.
a priori, pas plus de RAA dans cette étude, mais difficile à dire. Probablement peut y en avoir un peu plus, mais comme c'est un effet qui reste très très rare quand même, le bénéfice de ne pas traiter un nombre important de patients pour épargner un RAA qui touche même pas, je sais pas, une infection streptococcique sur je sais pas combien de dizaines ou de centaines d'infections, le bénéfice peut-être en termes populationnels va même à l'absence d'antibiothérapie. En tout cas, dans ces études, il n'y avait pas montré de surrisque de RH chez les patients non traités. Mais pour un événement indésirable qui reste, enfin une complication de l'infection qui reste très très rare, donc difficile d'atteindre une significativité. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait encore comme question? Vous aviez une nouvelle question sur les indications en 3 doses du phosphomycine. Alors vraiment, la phosphomycine en 3 doses, c'est clairement chez l'infection urinaire basse à risque de complications. Donc, femmes âgées, donc plus de 75 ans ou plus de 65 ans avec des critères de fragilité qui sont les critères de Fried, c'est-à-dire patiente qui est vraiment peu autonome, qui se déplace peu, etc. Chez l'homme, quand on traite une cystite chez l'homme, toute anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire, donc des patients qui ont une insuffisance rénale importante ou bien qui ont un rein unique ou voilà. Donc dans toutes les situations d'infection urinaire dites à risque de complications, 3 doses. Le diabète ne fait plus partie des facteurs de risque de complications, donc le diabète n'est pas une indication à faire 3 doses de phosphomycine. Et la seule raison pour laquelle il m'arrive parfois de faire 3 doses, c'est en cas d'échec, même chez une patiente qui ne serait pas à risque de complications, plutôt que de changer de ligne. Manifestement, parfois, on a l'impression qu'une dose de Munuril a aidé, mais pas complètement, et les symptômes reviennent quelques jours après. Et bien là, je complète en restant sur la phosphomycine, plutôt que de changer de classe d'antibio, et ça peut suffire. Et c'est peut-être moins lourd en termes d'impact sur le microbiote que de changer de molécule. Je ne sais pas si, Jean-Luc, tu voyais d'autres indications de 3 doses de phosphomycine. Non, non, non. Clairement, ça concerne des infections urinaires à risque de complications, donc tu les as très bien cités avec la femme de plus de 75 ans, l'homme, et puis les critères de Fried, hein, qui sont simplement des critères de perte d'autonomie. Finalement, c'est des patients qui ont du mal à se déplacer, qui ont du mal à faire quelques pas. Voilà, c'est clairement l'effet de situation-là. Et petit point juste sur la phosphomycine, vous avez peut-être la notion, mais préconiser à vos patientes de le prendre plutôt le soir au coucher. Alors si elles ont vraiment des symptômes très importants, elles vont le chercher le matin à la pharmacie, elles vont le prendre tout de suite. Bon, mais ça marche un peu mieux parce que du coup, c'est vraiment un antibiotique qui va avoir une action très locale. Et donc, même si quand on a une infection urinaire, probablement que la femme risque de se lever la nuit pour uriner, mais il y a quand même plus de stagnation d'urine durant la nuit, et donc avoir un effet local plus important que si vous le donnez la journée où le traitement va être uriné plus rapidement et plus vite éliminé, avec peut-être un effet un peu moindre. Je ne sais pas si c'est validé par la science, mais j'essaie de dire aux patients de le prendre plutôt le soir. Je ne sais pas si Jean-Luc, tu avais cette notion où tu le dis. Mais, Pas du tout, non. Je pense qu'effectivement, les femmes qui viennent chercher un traitement pour leur cystite, elles ont plutôt envie d'être soulagées rapidement. Donc, généralement, elles filent à la pharmacie et elles le prennent très vite, effectivement. Ouais. Alors, effectivement, on a tous ces habitudes hein, ces habitudes, on pense qu'elles nous vont bien et puis on a l'impression que ça marche toujours. Alors finalement, par rapport à ce qu'on fait justement d'habitude, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer, qu'on peut changer surtout? Je crois que d'après, ce qui a été dit là, précédemment dans dans ce webinaire, déjà la première chose, je pense le premier message, c'est ça. C'est vraiment, éviter de traiter ces bactéries asymptomatiques, hein. Là, c'est clairement des situations qu'on va rencontrer chez les personnes âgées, encore plus peut-être en EHPAD et bien ne pas se faire avoir par une colonisation
urinaire qui va être présente fréquemment et qu'on va retrouver sur le CBU et qui va nous inciter à prescrire. Là, je pense qu'il faut vraiment se remettre en question l'intérêt de certains prélèvements et remettre en question surtout la façon dont on fait les prélèvements, c'est-à-dire de décider comme ça pour espérer gagner du temps, alors qu'en fait, un examen clinique précédent aurait peut-être complètement changé la donne. Hein. Voilà, donc pas de sous-traiter des bactéries asymptomatiques, faire un examen complémentaire après une certaine démarche, je dirais, clinique et diagnostique. Pour les cystites, alors c'était aussi la situation de cette dame âgée qu'on avait vue, la deuxième, où le médecin avait mis d'emblée un traitement en route. On a le temps, il n'y a pas d'urgence à traiter, on a le temps d'attendre l'antibiogramme pour réagir, sauf bien sûr en cas de grossesse, qui a été expliqué tout à l'heure. Autant que possible, toujours choisir le spectre le plus étroit, puisqu'on sait et la durée la plus courte possible. Donc, il y a des recommandations qui sortent régulièrement. Là, il y a d'ailleurs une fiche de synthèse de recommandations de la HAS dans les situations d'infection qui tient en 2 pages, hein, qui reprend toutes les situations d'infection et qui nous donne justement en particulier le choix des molécules, mais aussi le choix de la durée surtout. On peut gagner beaucoup de choses en réduisant la durée. Donc, par rapport à un antibiotique qu'on pourrait retrouver sur un antibiogramme, le spectre le plus étroit possible, la durée la plus courte, et bien entendu limiter au maximum le fluoroquinolone, qui ont énormément d'effets secondaires délétères, en dehors du fait qu'ils sont très pourvoyeuses d'antibiorésistance. Alors, Yvon, je peux te rajouter quelque chose là-dessus. Non, voilà, ça reprenait un peu des choses qu'on a vues avant et dans les cas cliniques. Euh, Ça paraît des choses basiques, mais en fait, si déjà on respecte un peu ces 4 choses-là, eh ben, je pense que on est déjà pas mal pour les infections urinaires. Euh, c'est des fois plus facile à dire qu'à faire, hein, notamment sur les bactéries asymptomatiques. Euh, mais on peut toujours se dire, voilà, on a le temps, on peut se poser un peu, réfléchir, attendre de voir si on a autre chose comme diagnostic ou comme et donc, l'urgence est quand même très rare dans ces situations-là. Et la durée courte, ça concerne notamment en fait, les infections urinaires de l'homme. Donc, vous verrez, restez attentifs et on vous en reparlera prochainement. Vous verrez sûrement ça apparaître soit dans nos newsletters, soit on refera un autre webinaire sur les nouvelles recos. En avant-première, je vous ai mis quelques ressources utiles. Je vous ai mis quand même un diaporama, puisque ces recours ont déjà été présentés aux Journées nationales d'infectiologie d'il y a 2 ans. Enfin, pas de l'an dernier, mais de l'année d'avant. Donc là, j'ai mis un diaporama, je crois, de Mathieu Laforie. Euh, je pense qu'on vous communiquera peut-être le diaporama, ou en tout cas, puisque oui, c'est un lien hypertexte que j'ai mis avec un PowerPoint de quelques dias qui reprend un peu ces nouvelles définitions d'infection urinaire masculine avec cette cystite de l'homme, mais également le distinguo entre pyélonéphrite qu'on traite comme une pyélo chez la femme et l'authentique prostatite. Je vous ai mis comme ressource le site de Primo, donc le REPIA, donc le réseau de lutte contre les infections, enfin de la prévention des infections. Dans sa mission Primo, a pas mal de fiches pratiques. Vraiment, je vous incite à aller sur le site, vous tapez REPIA, et c'est sur le site d'ailleurs antibiorésistance.fr. Vous avez pas mal de ressources utiles et notamment il y a une fiche pratique là sur les infections urinaires qui tient en 2 pages, qui résume pas mal de choses. Elle est très fournie mais pas très longue. Et voilà, c'est des ressources utiles que vous pouvez aller regarder si besoin. Et bien sûr, alors on promeut quand même AntibioClick, je pense que vous l'utilisez pour la plupart, qui est quand même une ressource qui est à jour régulièrement, gratuite et assez pratique pour, euh, pour pas mal de situations. Et en cas de situation plus complexe, où vous avez besoin d'une expertise infectiologique, on est disponible sur la plateforme de téléexpertise Omnidoc. On répond dans la demi-journée en jour ouvrable, donc du lundi au samedi matin, normalement. Donc de 8h30 à 18h30, parfois à 19h, on répond normalement dans la demi-journée. Et s'il y a une question urgente, on est aussi joignable par téléphone. Voilà.
je pense qu'on a peut-être un peu dépassé l'heure, même si on a commencé un peu en retard. Si vous avez encore Petite des remarque, questions ou des juste réponses. pour OmniDoc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que vous connaissez, vous êtes bien sûr, le requérant, donc le demandeur a une rémunération payée par la CPAM quand il fait une demande sur le site d'OmniDoc, hein, comme effectivement le service qui va donner la réponse. Donc voilà, tout est fait pour qu'on puisse s'en servir en cas d'incertitude. Et encore une fois, quand on vous dit que les réponses, vous les avez dans la demi-journée, les situations d'urgence en infection sont rarissimes, elles existent, hein, en particulier la purpura fulminans, mais bon, c'est vraiment des choses rarissimes, et l'accès à OmniDoc, par rapport à ça, il est tout à fait cohérent, quoi. Alors, nous, on n'est pas rémunéré directement, hein, ni même le service d'ailleurs. C'est l'hôpital qui reçoit C'est même l'argent pas de le nos service? télexperts. Ah ouais, d'accord. Même, on essaye de se battre un peu pour dire, faire valoir que grâce à notre activité, on génère de l'argent pour l'hôpital et peut-être qu'on peut avoir un poste supplémentaire, mais non, malheureusement. D'accord. On utilise ça comme argument auprès de nos directions, mais Merci beaucoup pour ces ressources. Je vous propose de passer à cette section de questions-réponses dans la mesure où nous n'avons pas de nouvelles questions. Naomi nous rappelle du moins l'utilisation du questionnaire de satisfaction. Oui, n'oubliez pas de le compléter donc en scannant le code. Et si vous n'arrivez pas à scanner, vous inquiétez pas, on vous enverra dans une semaine le lien par mail. Voilà, merci. Merci beaucoup à nos intervenants. C'était très intéressant. J'ai appris plein de choses, notamment dans les infections urinaires masculines. Retrouvez-nous sur notre site internet, sur LinkedIn. On a une chaîne YouTube. On est depuis très récemment sur Facebook. Et prochainement, vous allez avoir des informations sur le groupe Balint qui sera organisé toujours en lien avec l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie au mois de juin. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. merci à vous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée.